Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons ce soir donc sur le plateau de Cette Afrique dans votre émission La Cour des Grands. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir M. Babacar Ba. Il est banquier, il est également expert international, il est également le chef le secrétaire général en tout cas du parti Alternative Citoyenne. Avec lui, on va aborder des questions urgentes de l'actualité. Monsieur Ba, bonjour. Bonjour Ibrahim. Monsieur Ba, l'actualité africaine aujourd'hui, c'est par rapport à ce putsch-là qui quand même a surpris plus d'un au Mali surtout. Quelle lecture d'une manière générale en fait? Merci vraiment. Vous me permettrez tout d'abord de vous remercier, de vous féliciter, en tout cas cette initiative de Cette Afrique que je suis avec extrêmement de fierté parce que moi je suis de ceux qui pensent que c'est à travers l'économie qu'on comprend le monde et vous avez lancé un magazine spécialisé en économie, donc soyez-en félicités. Je vous remercie également de l'opportunité que vous m'offrez de venir échanger sur ces questions cruciales de l'heure, notamment sur ce qui se passe au Mali. Le Mali qui est le premier partenaire commercial du Sénégal, le Mali qui est un pays du Sahel, qui est un pays de la CEDEAO, de l'UMOA, donc qui est un peuple ami et frère. Donc naturellement, nous sommes très préoccupés par la situation politique au Mali et nous sommes de ceux qui pensent qu'il faut en tout cas aller vers un rétablissement de l'ordre constitutionnel, qu'il faut apaiser les tensions puisque la sécurité du Sénégal se joue aussi avec ce qui se passe au Mali. Rappelez-vous, nous sommes au Sahel avec des poussées de nouvelles conflictualités dues au mouvement terroriste que nous connaissons tous dans cette zone du Sahel. Il est extrêmement important aujourd'hui que tous les acteurs de la vie politique malienne et tous les amis du peuple malien puissent travailler ensemble pour le rétablissement rapide de l'ordre constitutionnel. En cela, je pense que la CEDEAO a déjà amorcé un certain nombre de résolutions et qui doivent être en tout cas soutenues, respectées pour que la souveraineté qui appartient au peuple malien puisse en tout cas être respectée, mais également que l'ordre constitutionnel... Vous n'êtes pas surpris du déroulement quand même de l'évolution de la situation, parce que les manifestations jusqu'à un putsch, quand même, c'est un peu trop. Non, vous savez, quand on analyse la situation au Mali, au Sahel, depuis 2012, on sait qu'il y a des perturbations. Tout le monde sait que le Mali, il y a déjà une force d'interposition qui est là-bas, l'opération Barkhane. Tout le monde sait les remous qui ont existé bien avant, en tout cas ce dernier achèvement qu'on a connu hier. Donc, encore une fois, je dis que la sécurité aujourd'hui est extrêmement importante et il se joue aujourd'hui, c'est la sécurité du Sahel. Et ce qui se passe au Mali était peut-être prévisible, mais il est important aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, que tous les acteurs, je dis bien tous les acteurs, aussi bien les acteurs politiques maliens et les amis du Mali, la communauté internationale, qu'on travaille à l'apaisement de la situation, puisque personne ne gagne dans cette situation et il faut préserver les vies humaines et il faut aussi stabiliser la zone économique qui est notre zone sous-régionale. Je rappelle que c'est l'une des zones qui fait le plus de croissance dans le monde, donc cette zone UMOA. Donc il est important qu'on préserve la stabilité du Mali puisque par-dessus tout, c'est la sécurité du Sahel qui se joue. Il n'y a pas que le Mali également actuellement en Afrique de l'Ouest qui est en ébullition. Il y a également la Côte d'Ivoire, la Guinée, avec cette récurrente question du troisième mandat là. Aujourd'hui, c'est comme une épidémie, on peut le dire, même si les peuples réclament toujours, en tout cas, 2 mandats aux gouvernants, mais les chefs d'État, on a l'habitude, on a une pensée qu'ils s'entêtent à faire diguer un 3e mandat. L'épidémie qui est connue aujourd'hui, qui est devenue une pandémie, c'est la Covid-19, c'est le coronavirus. Et ça, je pense que ça, c'est un ennemi invisible, unique que nous devons abattre. Maintenant, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, comme vous le dites, ou en Guinée, vous savez, la Côte d'Ivoire est extrêmement importante. Moi, je suis de ceux qui pensent, j'ai été plusieurs fois à Abidjan, j'y ai prononcé des discours pour la paix. La Côte d'Ivoire, c'est 30% de l'UMOA. C'est le moteur de la sous-région. C'est en tout cas l'un des moteurs après le Nigeria et le Ghana. En zone CFA, en zone UMOA, la Côte d'Ivoire, c'est le moteur de la zone UMOA avec 30% du PIB. Donc la stabilité de la Côte d'Ivoire, elle est extrêmement importante. Donc à l'instar du Mali, ce que je dis pour le Mali, est vrai pour la Côte d'Ivoire, c'est aussi vrai pour aussi la Guinée. Vous savez, aujourd'hui, les questions sécuritaires sont extrêmement importantes. Extrêmement importantes. Sans sécurité, il n'y aura point de développement. Donc nous devons travailler, je dis bien, à pacifier l'espace de notre sous-région qui fait le plus de croissance dans le monde. Aujourd'hui, les enjeux sont énormes. Vous savez qu'on a de nouvelles perspectives. On est dans des plans de relance post-Covid. Donc aujourd'hui, la guerre, elle est économique, elle est sanitaire et non pas sur des questions d'évolution du pouvoir. Moi, je suis un démocrate chevronné. Je milite pour la dévolution démocratique du pouvoir partout dans le monde. Et en cela,
Je pense que nous devons continuer à travailler pour pacifier notre sous-région. D'une manière beaucoup plus concrète, quelle lecture faites-vous de la troisième candidature de Alassane Dramane Ouattara? Écoutez, je ne suis pas en mesure de commenter la candidature. En tant que chef de parti, vous êtes politique je aussi. suis par principe. Vous savez, je dirige un parti politique sénégalais. Donc je ne vais pas m'aventurer à commenter une candidature d'un président d'un pays voisin. Ça, c'est le principe. Je ne le fais pas. Ce que je peux aisément dire, c'est que c'est que moi, je travaille, je fais partie de ceux qui militent pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Rappelez-vous. Et la stabilité de la Côte d'Ivoire doit passer par où? Mais il faudrait laisser les acteurs ivoiriens sur ces questions-là, parce que très souvent aussi, dans notre pays, au Sénégal, les gens veulent tout le temps réfléchir pour les autres. Aujourd'hui, vous avez la Côte d'Ivoire, je pense que le débat est là-bas. Il appartient au peuple ivoirien et uniquement au peuple ivoirien de se choisir ses représentants. La Côte d'Ivoire choisira son prochain président. Moi, je ne suis pas là pour dire tel doit se présenter ou pas, parce que ce n'est pas mon rôle. Je ne vote pas en Côte d'Ivoire. C'est un pays ami et frère. Comme je l'ai dit, je suis un panafricain convaincu. Quand il a été question pour moi d'investir en 2009, vous le savez, c'est en Côte d'Ivoire que je suis parti investir. J'y ai vécu dans ce pays. Donc, la stabilité de la Côte d'Ivoire me préoccupe. Mais par principe, je ne commande pas ce genre de prise de position, parce que ce n'est pas mon rôle de dire tel sera candidat ou pas. Moi, je milite pour que tous les acteurs de la vie publique ivoirienne comprennent que l'essentiel, l'intérêt général de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas de partitionner le pays, ce n'est pas d'aller vers des confrontations, ce n'est pas des violences politiques interminables, parce que ça nous remet dans l'éternel recommencement. L'objectif, c'est de pacifier la Côte d'Ivoire. Avec la Côte d'Ivoire, nous savons qu'aujourd'hui, l'enjeu de la nouvelle monnaie, l'éco, dans le cadre de la CEDEAO, avec le géant du Nigeria et le Ghana, les pays anglophones, nous devons avoir des politiques harmonisées pour aller vers plus de critères de convergence, pour pouvoir bâtir cette monnaie. Et c'est ça pour moi aujourd'hui les enjeux. Mais très souvent, les gens ramènent tout sur les discussions politiques, alors que c'est à travers l'économie qu'on Même si on sait que la politique, quand même, c'est à la base, parce que ce sont les politiques qui définissent un peu le développement. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, moi je pense que le débat public est beaucoup trop politisé dans nos pays. Il faut qu'on commence à parler économie, et parce que c'est à travers l'économie qu'on comprend. On va parler de l'économie avec la Covid-19 qui quand même a touché pas mal de pays dans le monde. Mais dans nos États en Afrique, est-ce que vous pensez que les institutions financières telles que la Banque mondiale, le FMI, quand même ont participé, sinon ont aidé les États africains à un peu amoindrir le choc? Absolument. Vous savez, la crise de la Covid-19 a amené un choc planétaire, parce qu'au-delà de la crise sanitaire internationale, c'est quand même un choc de l'économie mondiale. On parle de récession, et d'ailleurs, il y a une révision à la baisse des prévisions de croissance à l'échelle mondiale, puisque la Covid-19, au-delà de pertes humaines, déstructure les économies du monde entier. Je rappelle que la croissance mondiale, les prévisions, on est passé de 2,9%, c'était la croissance mondiale en 2019, et aujourd'hui les prévisions pour 2020, c'est moins 4,9%. Donc ça veut dire qu'il y aura une récession de l'économie mondiale. Au niveau de l'Afrique subsaharienne, on était à 3,1% de croissance en 2019, et aujourd'hui pour 2020, les prévisions tournent autour de moins 3,2%. Donc une baisse de 6,3%. C'est énorme. Et concrètement, dans notre pays, le Sénégal, vous savez que sur la période 2014-2019, nous sommes sur une moyenne annuelle de 6% de croissance. Donc on fait une belle croissance. Et aujourd'hui, pour l'année 2020, les prévisions, c'est 1,1%. Donc voyez-vous, on passe d'une moyenne de 6 à 1,1. Ça veut dire que les effets de la Covid-19 ont détérioré l'environnement économique mondial, et naturellement, la communauté internationale, les institutions de Bretton Woods, le groupe de la Banque mondiale et du FMI ont réagi rapidement. Pour le compte de la Banque mondiale, le groupe Banque mondiale a mobilisé environ 160 milliards de dollars US pour renforcer la résilience des pays, parce que selon les premières estimations, la pandémie va faire basculer entre 40 et 60 millions de personnes dans l'extrême pauvreté, dont 27 millions en Afrique subsaharienne. Donc il fallait réagir. Le FMI a mis en place, a accéléré toutes ces facilités de crédit. C'est environ 100 milliards de dollars US que le Fonds monétaire international a mobilisé. C'est une situation atypique, exceptionnelle, et la directrice générale disait que 50 milliards de dollars devront être mobilisés rapidement pour renforcer la résilience des pays à faible revenu et des pays émergents. Et c'est le cas du Sénégal. Alors, cette aide-là pour le Sénégal surtout, aujourd'hui, sur quel levier le pays devait s'appuyer pour une relance beaucoup plus accélérée? Absolument. Avant la relance, il y a eu la riposte d'abord. Vous savez, quand la Covid-19 a éclaté, il y a eu un ralentissement généralisé de l'économie mondiale. Naturellement, le Sénégal a subi ces chocs.
La première chose que l'État du Sénégal a fait, c'est le plan de riposte, parce que le Sénégal a réagi rapidement pour le très court terme en mettant en place le plan de riposte, donc notamment le plan de résilience économique et sociale, le PRES, que le gouvernement du Sénégal a mis en place sous l'impulsion de son Excellence président Macky Sall, avec un fonds dénommé Force Covid-19, doté d'une enveloppe financière de 1000 milliards. 1000 milliards, c'est à peu près 7% du PIB du Sénégal. Ça, c'était pour la première phase d'urgence. C'est pour la riposte. Pour la riposte. Oui. Et ça, au même moment, de façon concomitante, le gouvernement du Sénégal travaille sur un autre plan, le programme de relance de l'économie nationale, le PREN. Et ce programme de relance de l'économie nationale, piloté toujours sous l'impulsion du président de la République, piloté par le ministre de l'économie et du plan, le talentueux Amadou Hott, que je félicite d'ailleurs au passage, ce plan a pour ambition de revoir les projections du plan Sénégal émergent, notamment le PAP 2, c'est-à-dire que le plan d'action prioritaire phase de 2019-2023. Et ce plan, ce PSE-là qui doit être également revu pour être, donc, pour être appliqué sur cette relance-là. La relance, on en parle aussi. Est-ce que vous êtes convaincu par rapport à ce qui a été fait? Sinon, quels sont les leviers sur lesquels le Sénégal doit s'appuyer pour une relance beaucoup plus accélérée? Absolument. À côté de la riposte que nous avons évoquée tout à l'heure avec la force Covid-19, les 1000 milliards, ce qu'il faut comprendre, c'est que la relance, avant la Covid-19, il y avait sur le PAP 2, donc la période 2019-2023, on était sur 14 098 milliards de francs CFA. C'était le coût de la stratégie globale, parce que, rappelez-vous, le plan Sénégal émergent, c'est 3 axes. C'est l'axe transformation structurelle de l'économie et croissance qui monopolise 60% du coût du financement de la stratégie. Il y a la partie renforcement, donc l'autre axe c'est toute la partie, il y a la transformation structurelle de l'économie. L'axe 2 c'est le capital humain, donc l'axe 2 c'est capital humain et protection sociale et développement durable avec 10 objectifs stratégiques, c'est 29% du coût de la stratégie. Et l'axe 3, c'est l'axe de la gouvernance, institutions et paix et sécurité qui mobilise 11%. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que le PSE au début, le PAP avant la crise, c'était 697 projets d'un coût global de 14 098 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, à la dernière présentation de l'ajustement fait par le ministère de l'économie, nous sommes à 14 712 milliards. C'est-à-dire qu'il y a environ à peu près plus de 700 milliards que le gouvernement du Sénégal a ajouté pour la relance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Sénégal s'est rendu compte que pour remettre le pays sur la trajectoire du plan Sénégal émergent, puisqu'on était sur une trajectoire, on a été dévié, on a été ralenti par le ralentissement généralisé de l'économie mondiale. Forcément, il y a un gap qu'il fallait couvrir et il fallait renforcer la résilience de notre économie. Et c'est la raison pour laquelle donc, le PREN, le plan de relance de l'économie nationale, il y a une nouvelle priorisation dans les financements pour accélérer le financement de notre développement. Et en cela, le Sénégal, je pense que le ministre de l'économie a présenté au séminaire intergouvernemental la semaine dernière le nouveau plan ajusté pour nous permettre d'atteindre une croissance inclusive, durable et au profit des populations sénégalaises. Le chef de l'État, M. Macky Sall, aussi dans ce sens, a initié ce que l'on appelle en tout cas l'annulation de la dette africaine, surtout. Dans quel sens ceci aussi pourrait quand même participer à cette relance rapide? Extrêmement important et c'est le lieu pour moi de féliciter ce leadership du président Macky Sall parce qu'il faut rappeler, avant cette initiative de l'annulation de la dette, il y a d'abord un certain nombre d'initiatives qu'il a portées au plan continental et qui méritent d'être soulevées. Rappelez-vous le forum de Dakar, le forum de la paix et de la sécurité de Dakar. Nous en sommes à la 6e édition. Ce forum de Dakar rassemble plus de 200 experts internationaux sur ces questions sécuritaires. Et Dakar est placé au cœur de l'agenda international quand il s'agit de parler, parce qu'aujourd'hui, le développement ne peut pas être imaginé sans la paix et la sécurité. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, rappelez-vous, au mois de décembre 2019, la nouvelle directrice générale du FMI était venue à Dakar et le président Macky Sall avait lancé ce qu'on a appelé le consensus de Dakar. Le consensus de Dakar, c'était la prise de conscience des pays africains en disant que la perception du risque était extrêmement élevée et c'est pourquoi les institutions internationales nous prêtaient à des taux extrêmement élevés. Et le président Macky Sall avait lancé le consensus de Dakar pour dire aux institutions de Bretton Woods de baisser la perception du risque pour que l'Afrique puisse emprunter à des taux beaucoup plus soutenables.
avant son initiative de l'annulation de la dette. Vous savez, la dette publique, c'est un goulot d'étranglement. Le service de la dette sur le budget du Sénégal, c'est presque 1000 milliards. Le service de la dette que le Sénégal paye chaque année à nos créanciers. Qui revient à 1 milliard par jour. 1 milliard par jour. Donc voyez-vous, le fait d'avoir obtenu l'allègement, puisque le président avait lancé l'initiative, soutenu par le président Macron, le président français, appuyé par le pape François, parce que rappelez-vous, la messe de Pâques dernier, c'est le pape François lui-même qui avait appelé la communauté internationale à soutenir cette initiative. On en arrive aujourd'hui à un allègement, à un moratoire avec le Club de Paris, c'est extrêmement important. Le problème a été différé tout simplement, disons-le ainsi, oui, mais vous savez, n'ont pas encore obtenu ce qu'ils voulaient. Vous savez, pour revenir là-dessus, il faut rappeler, en 2013, le président Macky Sall, au cinquantenaire du NEPAD à Addis Abeba, avait fait un appel devant ses pairs africains. Il avait dit qu'il fallait, face à l'essoufflement de la dette et de l'aide publique au développement, qu'il fallait explorer de nouvelles sources de financement. Et qu'il fallait aussi s'appuyer sur nos propres ressources internes. Et la Covid-19 vient nous rappeler cette impérieuse nécessité de changer la perception de notre financement, du développement, parce que nous devons compter sur nos propres ressources. Monsieur Babacar Ba, je rappelle que vous êtes aussi le président du parti donc, Alternative Citoyenne. Vous êtes aussi candidat, je le dis, que vous ne le cachez pas, vous avez décliné en tout cas vos ambitions depuis le début, candidat à la mairie de Mbour depuis donc peut-être 1 à 2 ans. Depuis très longtemps. Depuis très longtemps d'ailleurs. Alors, selon vous, qu'est-ce qui motive cette candidature? Non, mais vous n'êtes pas satisfait par rapport à ce qui se fait actuellement? Non, c'est pas que je ne suis pas satisfait. Vous savez, moi, je ne suis pas un néiliste. Je suis un fils de Mbour, je suis né à Mbour, j'ai grandi, j'ai fait mes études avant d'aller à l'étranger pendant une vingtaine d'années, avant de revenir au Sénégal. Je suis revenu au Sénégal pour servir mon pays. Donc, j'aurais pu décider de rester en France. Mais je suis revenu au Sénégal pour servir le Sénégal. Et c'est de cette même façon que quand on est dans une ville, on y grandit, on a envie simplement de faire rayonner cette ville. Et c'est le fardeau que je porte. Et il se trouve aussi que je suis certainement, malheureusement peut-être, le fils de l'ancien député maire de Mbour, le président Badouba, que je salue au passage. Donc, voyez-vous, c'est dans mon ADN de pouvoir servir. Et donc, quand je dis que j'ai une ambition pour Mbour, mais l'ambition que je porte pour Mbour, ce n'est pas une ambition personnelle, c'est une ambition collective. Rappelez-vous, je dis c'est ensemble pour Mbour. Mon ambition, c'est de bâtir une nouvelle génération de l'élite sénégalaise, capable de porter une citoyenneté de transformation durable de notre pays et de nos territoires. Et en cela, donc naturellement, je suis de Mbour, c'est là-bas où je vais commencer. Les gens qui sont engagés avec moi dans mon parti politique et les alliés avec qui je travaille, je pense à la coalition Oser l'avenir, dirigée par M. Estal Sall, avec qui je suis en alliance, et aujourd'hui dans la grande majorité présidentielle. L'ambition, elle est libre, elle est légitime. Chacun a le droit d'avoir une ambition. Maintenant, c'est, je pense, dans la réflexion qu'on regardera. Moi, je veux transformer la ville de Mbour. Ça, c'est une ambition que j'ai depuis tout petit. La transformation qui n'a pas été effective avec les équipes municipales. Vous savez, moi, déjà au lycée Demba Diop, en 93, j'étais président du foyer du lycée Demba Diop. 93, il y a très longtemps. À cette époque-là, je me battais pour le milieu étudiant. Donc, vous pensez que les choses n'avancent pas pour Non, je pense que Mbour aurait dû dépasser le stade où nous en sommes. Pourquoi? Je le dis, Mbour est la deuxième ville économique du Sénégal. Après Dakar, c'est Mbour qui met plus d'argent dans les caisses du Sénégal. Mbour repose sur deux mamelles économiques qui sont très fortes, que sont la pêche. La pêche, c'est la première source de devises du Sénégal. Et le tourisme. Je rappelle que ce département abrite la première station balnéaire de l'Afrique de l'Ouest qui est à Saly. Nous devons parler d'intercommunalité avec la commune de Saly. C'est extrêmement important. Le département de Mbour regorge l'aéroport international du Sénégal. Le futur port du Sénégal, le port, c'est 95% de l'économie du Sénégal, sera à Ndayane, dans le département de Mbour. Mbour est une ville territoire, est une ville carrefour, ville-centre, territoire dynamique. Donc moi, je pense que je travaille aujourd'hui pour qu'on ait des entités géographiquement bien agglomérées, économiquement et financièrement viables et socialement acceptées. Et c'est pourquoi je dis aux acteurs politiques de cette zone que nous devons réfléchir ensemble sur l'intercommunalité, parce que je trouve insensé que des populations quittent la ville de Mbour pour aller dans d'autres villes pour se soigner. Je trouve insensé que la deuxième ville économique du Sénégal ne dispose pas d'université. Donc voilà la grande querelle. En tout cas, nous abritons le département de Mbour produit 60% de la production halieutique nationale. 60%. La pêche, c'est la première source de devises du Sénégal. Les métiers de la pêche, les métiers de la mer, tout ça, c'est pour moi ce que j'appelle la grande querelle et c'est ce qui fonde mon engagement pour Mbour et c'est ce même engagement aussi qui fonde mon engagement pour le Sénégal
et mon engagement pour l'Afrique. Merci beaucoup, M. Babacar Ba. C'était quand même un plaisir de vous avoir sur le plateau. Plaisir partagé. Bon, en tout cas, on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Comme ça, vous aurez plus de temps pour développer sur votre candidature, mais également par rapport à votre alliance avec Maître Aïssata Tall Sall. Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ibrahim. Merci. Donc, mesdames et messieurs, c'était là donc l'essentiel de votre émission La Cour des Grands sur cette...